de session. J'en suis très heureuse parce que, évidemment, c'est une question qui me tient à cœur et qui me tient à cœur à tous. Donc je vais être un peu solennelle, un peu lire les quelques mots que j'avais préparés pour vous. Et encore une fois, je voudrais dire qu'à travers ces mots, c'est un engagement de toute l'université que je voudrais vous transmettre. Donc c'est un grand honneur, mais teinté des inquiétudes et de la préoccupation que suscite la thématique abordée, et plus précisément la situation du Brésil, que j'ouvre cette journée d'études aujourd'hui, consacrée à l'actualité politique du genre au Brésil, dans le cadre de la série intitulée Genre menacé, initiée notamment par le LEC, en dialogue constant avec des partenaires brésiliens notamment. En novembre 2018, quelques jours après l'élection de Jair Bolsonaro en tant que président de la République fédérative du Brésil le 28 octobre, le conseil d'administration de notre université s'inquiétait des positions prises par le futur président avant même sa prise de fonction, celui-ci annonçant publiquement et brutalement vouloir ouvrir une chasse aux opposants de gauche et ayant appelé les étudiantes et étudiants des universités à dénoncer leurs enseignants. Notre conseil d'administration avait dans sa motion rappelé que la liberté académique était un droit et apporté son soutien à tout universitaire pour lequel il serait bafoué. Aujourd'hui, quelques mois après, la situation au Brésil révèle malheureusement que ces inquiétudes étaient fondées et illustre la manière dont un gouvernement d'extrême droite peut agir sur des sujets touchant directement aux libertés et aux droits. Il s'agissait de la liberté académique de manière générale. Mais la question du genre est un exemple flagrant des régressions démocratiques qui ont accompagné l'arrivée de Bolsonaro, comme elle constitue un sujet de prédilection des gouvernements autoritaires ou ultra-conservateurs, les études de genre étant menacées de la même manière dans des pays comme la Hongrie ou la Russie, pour ne citer que deux exemples. L'offensive contre les libertés et l'égalité des droits des personnes s'y manifeste tout autant sur le plan de la réalité sociale que sur celui académique des études de genre, comme en témoignent les propos de la ministre Damares Alves, ministre de la Femme, de la Famille et des Droits de l'Homme, lors de sa intronisation sur les codes vestimentaires des filles et des garçons. Les garçons s'habillent en bleu et les filles en rose, qui pourrait n'être qu'anecdotique et dont on pourrait douter du sérieux si seulement il n'était accompagné des dérapages permanents, machistes, sexistes, homophobes de M. Bolsonaro et de son entourage et de sa volonté affirmée de saper la supposée théorie du genre. Pour autant, le Brésil, pays dans lequel la situation des femmes et des minorités est marquée par des inégalités très fortes et une violence sociale et domestique qui ne l'est pas moins, et ce n'est, j'ajouterai malheureusement pas une spécificité du Brésil, alors que nous assistons en France au 101e féminicide hier, le Brésil a connu et connaît, de par sa réalité politique et sociale, des luttes des mouvements féministes, des minorités sexuelles, des militants LGBTQI et un développement des études et recherches en genre, bien qu'elles ne soient pas soutenues par l'institution et les autorités du pays. On pensera récemment encore aux manifestations qui ont émaillé la mi-août de femmes indigènes venues du monde rural et qui protestent contre la politique du chef de l'État pour la défense des droits de chacun et de leurs terres. Si les minorités occupent une place de second plan et qui leur est encore contestée, elles s'organisent néanmoins pour affronter le pouvoir et faire évoluer les conditions sociales du pays. C'est dans ce contexte, et parce que la situation politique rend ces combats difficiles, que nous avons un rôle à jouer, une responsabilité qui nous incombe, ici et à Paris 8 plus particulièrement. Dans ce sens, le développement des études de genre, le travail actif et reconnu du LEX, les réflexions et journées organisées comme aujourd'hui sont essentielles pour montrer l'importance de ces questions et permettre qu'elles puissent se déployer
alors même qu'elles sont à certains endroits non reconnues ou pire encore menacées. Je remercie donc chaleureusement l'ensemble des organisatrices et organisateurs, intervenantes et intervenants, artistes également, venus présenter leurs travaux et venus réfléchir à ces questions de manière croisée, et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi et soirée de débat. Je vous remercie. Je propose que s'installent à la table toutes les intervenantes et tous les intervenants de l'après-midi. On va commencer pour l'ensemble de cette après-midi et soirée. Je m'appelle Eric Fassin et avec Anna Auteo, donc nous organisons cette journée de manière un peu improvisée, ce qui explique sans doute que nous ne soyons pas plus nombreuses et plus nombreux, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons prévu une diffusion, d'une part en direct sur Facebook et d'autre part ensuite l'enregistrement de cette journée sera disponible sur en particulier le site de mon laboratoire, le LEG, mais il sera plus largement disponible. Je vais dire 3 mots en portugais pour faire semblant de savoir le parler, mais ne vous laissez pas tromper et vous n'aurez aucune raison de l'être. Bem-vindos a todos e todas vocês. É grande prazer recebê-los neste dia de estudos sobre questões políticas de gênero no Brasil, na Universidade de Paris 8. E depois na Mairie de Saint-Denis. Com meu centro de pesquisa, o Laboratório para Estudos de Gênero e Sexualidade e o Programa de Pesquisa CAPIS, COFECUB, Gênero Ameaçando, Gênero Ameaçado, que coordenou com minha colega da UERJ, Ana Uziel. Ana e eu agradecemos a todos, todas os participantes e também por sua ajuda na organização Diego, Marina, Michele et Ilana. C'est la fin du supplice pour vous, je reviens au français. Un mot d'explication sur les 2 choses que je porte là. D'une part, ce carré rouge est un rappel, bien que la loi, ou plus exactement que le règlement ait changé, de notre opposition, pas seulement la mienne bien sûr, mais à l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiantes et étudiants étrangers dans les universités françaises, traitement discriminatoire qui ne cessera d'être discriminatoire, malheureusement j'en ai peur, que quand ce sera étendu à tout le monde. Cette opposition, nous avons essayé de la manifester longuement, de la faire entendre de diverses manières, et nous n'oublions pas que ça a des conséquences très réelles dès la rentrée, malgré la décision de notre université et d'autres d'exempter les étudiantes et étudiants étrangers de ces frais. Ce ne sera pas possible de le faire avec l'accumulation des années. Donc ce qui est possible aujourd'hui ne le sera plus dans 2 ou 3 ans. Donc de toute façon, nous sommes confrontés à ce problème et nous ne nous y résignons pas. Et c'est pourquoi je voulais vous en reparler. Deuxièmement, une fois n'est pas coutume, je porte un badge de Lula Libre et qui rappelle que à la fois c'est une réunion scientifique, mais en même temps, bien sûr, c'est, comme ça a été rappelé par la présidente, dans un contexte politique où on ne peut pas faire abstraction de la politique. On ne peut pas simplement se dire qu'on est en train de mener des recherches indépendamment de la politique. Et en particulier, donc, je fais partie, comme beaucoup de gens, du comité parisien de solidarité avec Lula. Et pour cette raison, et nous avons bénéficié pratiquement du soutien de ce comité. Je remercie en particulier Carla qui est ici. Et nous, voilà, des feuilles circulent, vous invitant, enfin vous informant, vous n'en avez peut-être pas besoin, mais aussi vous invitant à signer dans ce sens. Bref,
voilà les explications sur mon accoutrement pour aujourd'hui, mais je vais vous dire maintenant peut-être quelques mots sur le but de cette journée. Nous avons une série d'intervenantes et d'intervenants, beaucoup venus du Brésil, et je remercie tout le monde, avec ma collègue Anna, nous remercions tout le monde pour cette présence. Nous bénéficions à la fois des hasards du calendrier, mais aussi du fait qu'aujourd'hui, en France, il y a des gens qui n'avaient peut-être pas prévu d'y être il y a 1 an ou il y a 2 ans, c'est-à-dire que l'actualité politique a des effets aussi sur la communauté scientifique, sur qui est où, et sur les difficultés qu'il peut y avoir aujourd'hui à vivre au Brésil. Et en particulier dans le monde universitaire, et a fortiori si on travaille sur ces sujets qui sont l'objet même des attaques menées par le gouvernement et par le président au Brésil. Alors, je vais dire quelques mots peut-être, comme j'aurai à nouveau la parole ce soir et que je répéterai quelques éléments à la mairie de Saint-Denis parce que je ne pourrais pas présumer que le public est le même, je vous prie d'excuser les répétitions, mais je vais essayer quand même d'introduire un peu de variété dans mes propos pour que vous ne vous endormiez pas tout de suite. Une première remarque qui est sur le fait que nous ne parlons pas seulement de genre aujourd'hui. Plusieurs des interventions qui nous seront proposées ne portent pas sur le genre. En fait, l'idée c'est qu'il se passe quelque chose, que ce quelque chose qui se passe au Brésil aujourd'hui touche aux questions de genre, mais ça ne se réduit pas aux questions de genre. Et ça nous renvoie à ce qui est une citation que, pour ma part, j'utilise presque à chaque intervention depuis 25 ans, qui est celle proposée par l'historienne Joan Scott dans sa définition classique du genre, où elle dit en substance que le genre, ce n'est pas simplement ce qui parle des relations et des rapports perçus entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi, et c'est la deuxième partie de la définition qui est plus originale et qui joue un rôle considérable dans toutes les études de genre, c'est une manière privilégiée de signifier les rapports de pouvoir. Autrement dit, quand on parle de genre, on parle d'autre chose que de genre. On parle de classe, on parle de race, on parle de nation, on parle de religion, on parle de tout. En fait, c'est un langage pour parler de tous les rapports de pouvoir. Et en ce sens-là, ça n'est pas un hasard si aujourd'hui, les questions de genre sont centrales dans la politique au Brésil, mais pas seulement au Brésil, ça a été rappelé par Annie Calel tout à l'heure dans son intervention. Les questions de genre, elles sont importantes parce qu'elles ne parlent pas seulement des hommes et des femmes. On le voit bien, et les controverses en France sur le mot intersectionnalité ne peuvent pas le faire oublier. Très clairement, on n'est pas seulement en train de parler de genre, on est en même temps en train de parler de classe, de race, etc. Ce qui s'est joué autour de la figure emblématique assassinée de Marielle Franco est en quelque sorte l'incarnation tragique, mais de la conjonction, du croisement de ces différentes logiques de pouvoir qui sont aussi des logiques d'oppression, mais qui sont aussi des logiques de lutte et donc de mobilisation. Ça, c'est la première remarque pour dire qu'on ne parlera pas seulement de genre, mais même quand on n'en parlera pas, le va-et-vient entre les questions de genre et les questions plus générales de politique est au cœur de ce que nous voulons essayer de faire. Une deuxième remarque, peut-être, c'est sur la spécificité du Brésil ou, à l'inverse, le fait que nous sommes dans le même monde. D'un côté, bien entendu, je ne peux pas ignorer que le Brésil, ça n'est pas la même chose qu'ailleurs, et entre autres parce que je n'ai pas la compétence sur ce pays, sur cette société, de toutes les personnes qui vont intervenir après moi aujourd'hui. Donc, après, ça ira mieux, vous aurez des gens compétents. Mais en même temps, se pose la question de savoir dans quelle mesure le Brésil est une exception ou dans quelle mesure c'est un laboratoire. Je crois qu'on pourrait faire l'hypothèse, et je serais peut-être amené à l'évoquer à nouveau ce soir, on pourrait faire l'hypothèse que le Brésil est aujourd'hui le laboratoire des politiques néolibérales qui passent aussi par des politiques du genre, de la sexualité et de la race, et de la classe. Donc un laboratoire au même titre que le Chili a pu l'être une génération plus tôt. Ça ne veut pas dire donc que la situation soit la même dans tous les pays.
C'est bien ça le principe d'un laboratoire, c'est que ça permet de penser à la fois la singularité, mais aussi l'exemplarité. Et en tout cas, pour ma part, précisément parce que je ne suis pas spécialiste du Brésil, à la différence des autres personnes qui interviendront, si je me permets quand même d'être là et d'en parler, c'est parce que j'ai l'impression que ça n'est pas complètement exotique. Ça ne m'est pas complètement étranger. D'une part, les attaques contre les études de genre en particulier, on les rencontre un peu partout, contre les politiques de genre, c'est-à-dire d'égalité et de liberté en matière de genre et de sexualité, c'est un peu partout. Mais je crois que, plus généralement, la fonction de ces politiques, la fonction de ces attaques, eh bien, on la retrouve dans des pays différents. Et pas seulement dans des pays lointains, à juste titre, Annick Allègre a rappelé tout à l'heure des pays emblématiques de ce point de vue-là, comme la Hongrie ou la Russie, mais je crois que ce sont des questions qui sont très proches et que nous avons connues en France, par exemple. Moi qui ai beaucoup travaillé aux États-Unis, il me paraît clair que les choses se posent là-bas de manière forte. J'ajoute un dernier mot avant de me taire, et après mon rôle sera surtout de surveiller le temps pour les personnes qui parleront après moi, mais personne ne m'a surveillé, ce qui montre que le monde n'est pas juste, mais vous le saviez déjà. Mais un dernier mot sur une distinction qui est importante pour à la fois les études de genre, pour mon laboratoire, le laboratoire d'études de genre et de sexualité, mais aussi pour le programme de recherche genre menaçant, genre menacé, qu'avec Anna Uziao je coordonne, un programme financé donc depuis décembre, c'est-à-dire juste avant l'intronisation de Jair Bolsonaro, est financé, nous espérons, pour 4 ans, c'est-à-dire juste pour la durée de son mandat. La vie est bien faite. Donc, ce programme, ce laboratoire et plus généralement les études de genre, eh bien, ont intérêt à penser le rapport entre les attaques contre le genre, d'un côté, et les attaques contre les études de genre, de l'autre. C'est-à-dire les attaques qui peuvent porter, par exemple, sur le droit à l'avortement ou les droits reproductifs plus généralement, par exemple, ou sur la question des violences envers les femmes, d'un côté, mais de l'autre, les attaques plus spécifiquement contre les études de genre. Et c'est à ça que sert aujourd'hui politiquement le mot genre, c'est qu'il permet de donner une sorte de point sur lequel va se déchaîner la foudre. Le mot genre, souvent accolé au mot idéologie du genre, un peu partout dans le monde. En France, avec quelques pomposités, nous préférons le mot théorie du genre. Eh bien, ces expressions, ce qu'elles disent, c'est qu'en s'en prenant aux intellectuels, en s'en prenant aux universitaires, en s'en prenant à ceux qui proposent des analyses sur le monde, eh bien, on est en train d'attaquer pas simplement les études de genre, bien sûr, mais l'ordre sexuel dans son ensemble, ou plus exactement la remise en cause de l'ordre sexuel inégalitaire et d'un ordre sexuel d'oppression. Donc, il y a un enjeu pour nous, je le retirais ce soir, à défendre le travail intellectuel, le travail universitaire. Ça n'est pas la totalité, bien entendu, du travail militant, mais aujourd'hui, les attaques contre la théorie du genre sont la confirmation que les études de genre, ça compte. Pour être aussi détestés, nous devons probablement faire quelque chose de bien. Et je parle des études de genre, mais bien entendu, c'est plus général. Au Brésil, on l'a vu, c'est contre la philosophie, contre les sciences sociales. C'est, en fait, contre toutes les manières de penser la société. Et je crois que nous avons intérêt à continuer, et c'est pour ça que nous avons souhaité commencer à l'université, mais ensuite terminer à la mairie. Nous avons intérêt à faire le lien entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans le monde universitaire, dans les deux sens. Pas simplement parce que nous pensons ce qui se passe ailleurs, mais aussi parce que ce qui se passe ailleurs rejaillit sur nous. Nous n'avons pas le luxe d'ignorer ce qui se passe dans la société parce que la société n'ignore pas ce que nous faisons. Il faut s'en féliciter, à mon sens, et donc essayer de faire notre travail. Je passe la parole à Anna Uziao.